72 heures, c'est tout ce que j'ai pour parcourir l'île principale des Comores, Ngazidja. Pendant ces 3 jours, je vais explorer le nord pour rencontrer des agriculteurs et récolter l'une des plus belles richesses du pays, partir à la rencontre d'artisans qui confectionnent l'un des plus beaux symboles comoriens, me perdre dans des ruelles chargées d'histoire, apprendre à cuisiner les plus grands classiques comoriens. Oh punaise, par contre c'est sport les gars. Assister à une assemblée de village et même tenter de prendre la mer avec des pêcheurs. Et je peux vous dire que ce que j'ai découvert, je ne l'oublierai jamais. Yo yo yo, c'est votre gars de Spi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à 8000 km de Paris. Welcome to Comoros. C'est un coin du monde que très peu de gens connaissent et pourtant c'est l'un des plus beaux pays que j'ai visité. Et pour pimenter l'aventure, j'ai préparé une série de défis que j'ai placés dans ces ballons. Chaque jour, j'en éclate un et je fais les défis qu'il y a à l'intérieur. Voyons voir ce que nous avons comme premier défi. Oh, intéressant! Partir à la rencontre d'agriculteurs dans le nord de l'île. Franchement, grave hâte, je sais pas comment je vais me débrouiller, mais ça risque d'être très intéressant. J'ai profité du fait que mon cousin ait une mission là-bas pour l'accompagner et accomplir ce nouveau défi. Sur la route, des paysages à couper le souffle, des rencontres inattendues et des décors qui ressemblent carrément à des plateaux de films d'action. Avec nous, pas de destination précise, juste un pick-up, de la bonne humeur et l'envie d'explorer. On grimpe littéralement des montagnes et autour de nous, des champs agricoles à perte de vue. Et là, on tombe sur un groupe d'agriculteurs en pleine récolte. Alors évidemment, on part à leur rencontre. Comme ça, là, directement... Attends, comme la match. Directement sorti à la source. Bismillah. Elles sont petites, mais elles sont bonnes, hein. Ce que j'aime bien ici, c'est que tu peux parler avec n'importe qui comme si tu le connaissais depuis toujours. Le peuple comorien est incroyablement accueillant. Le gars insiste pour nous offrir des noix de coco en direct. Regardez là, on va chercher la graille directement à la source. Regardez là. Là, il y a une noix de coco. On a un bouganou là qui va nous aider à récupérer 2-3 noix de coco. Et voilà une noix de coco qui arrive directement à la source. Regardez-moi ça là. Chakou la tayari. Haya, bismillah. Elles sont bien sucrées, hein. Elles sont bonnes de ouf. Alhamdulillah. Ah franchement, ça c'est le plaisir des Comores ça. Ah ouais, alors là quand on pense que c'est fini, il en reste encore. Et regardez là, il y a plein de personnes qui ne savent pas qu'à l'intérieur des noix de coco, il y a de la chair. Ah, elle est vraiment bonne. Franchement, je valide totalement. Ensuite, place au charbon. Je pars à la recherche de manioc. Eh les gars, là, quand je vous dis, je suis prêt pour Koh Lanta là, vous me croyez pas. Regardez, voilà. Ça veut dire que si demain vous voyez des tiges comme ça là dans Koh Lanta, sachez que c'est du manioc. Vous faites Oui. Il est how? Ah, là-bas. Vous avez mis les how? Bismillah. Oh, ma bombe, c'est. Ah ouais. Ok. Voilà. Oh, ah ouais, c'est des spies ou c'est pas c'est des spies. Regardez le manioc là, c'est une dinguerie quand même, hein. Mais ils sont petits par rapport à ceux de France, non? Ah non quand même, regarde, c'est pour ça que c'était balèze. Bon attends, il reste plus qu'à cuisiner ça. Là vous avez les maniocs et juste par dessus, regardez, ça c'est les feuilles de manioc. Et c'est ce qu'on utilise pour faire le madaba, très connu dans la culture swahili, avec du lait de coco, un peu de poisson séché aussi. De toute façon on verra ensemble comment faire ça. Ils m'ont montré comment on cultive le manioc ici et moi je leur partage un bout de mon univers, la tech. Vas-y mais. C'est bon? Ouais. Ah bah, hi Meta. Hi Meta. La musique. La musique. Quand j'y pense, c'est deux mondes totalement différents et pourtant on a passé un incroyable moment. C'était drôle car il y a vraiment eu un échange culturel. Bien que je sois comorien, la diaspora et les locaux ont une culture bien différente, même si la base est la même. C'est pas pour rien qu'on nous appelle les Joviens. Yo l'équipe, petite pause rapide pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Grâce à vous, nous allons bientôt atteindre les 1000 abonnés et ça fait hyper plaisir. Si vous kiffez ce genre de contenu, restez branchés car il y a encore plein d'autres vidéos du même genre qui arrivent, que ça soit en Corée, à Singapour, à Dubaï, à Doha, au Kenya, au Maroc ou encore plein d'autres pays. Enfin bref, abonnez-vous et profitez de la suite. Me parlez pas des Maldives, me voici dans la région de Mitsamihuli à Malouja, Bomzé. Regarde-moi ce décor paradisiaque. Franchement, c'est un vrai kiff de venir ici. Et aujourd'hui, on a pas mal de chance parce qu'on est dimanche. Et mine de rien, c'est pas trop rempli, hein. Bon, c'est même quasi vide, hein. Attends, mais regardez-moi ce paysage. Franchement, je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas, mais regarde-moi ça.
Ciel totalement dégagé, cocotier à foison et une mer bleue turquoise. Il n'y a rien à dire. Regarde-moi ça. Dommage que là je suis là en express. Aujourd'hui j'aurai pas le temps de profiter de cette eau turquoise, mais promis je reviendrai. Franchement la journée d'hier c'était un pur kiff. Vous savez bien que je suis comorien, il y a un grand choc culturel entre ceux qui habitent en France et ceux qui habitent à l'étranger. C'est pas pour rien qu'on nous appelle les Jeudiens. Et franchement l'échange qu'on a eu hier avec les locaux, ça m'a fait hyper plaisir. Bon, voyons voir ce que nous avons de prévu pour aujourd'hui. Ah, pas mal! Visite historique de la Madina de Moroni. Ça risque d'être pas mal intéressant parce que c'est un quartier rempli d'histoire. Alors là, je me trouve en plein cœur de la Madina, l'un des quartiers les plus historiques de la ville. Vieille de plusieurs centaines d'années, cette ville a été créée par les premiers sultans et arabes qui sont venus s'installer aux Comores. C'est pour ça qu'on retrouve la même architecture qu'à Zanzibar et à Mombasa. Comme vous pouvez le voir, les maisons ont été créées principalement à base de roches volcaniques. Bon, là, ça a été cimenté par-dessus, mais là, ici, on peut retrouver les roches volcaniques et tu sens que chaque pierre raconte une histoire. C'est trop beau. Quand tu promènes ici dans les quartiers, tu te perds, mais c'est un plaisir. C'est hyper grand, c'est un grand labyrinthe, il faut s'y connaître. Moi, ça me fait penser principalement à Zanzibar et à Mombasa. En me baladant dans la Médina, je me fais accoster par une dame adorable. Salam alhamdulillah. On commence à discuter des portes traditionnelles parce que franchement, je trouve que c'est un travail incroyable. Et là, sans hésiter, elle m'invite chez elle. Elle voulait me montrer une grande jarre traditionnelle qu'ils utilisaient pour garder de l'eau fraîche à l'intérieur des maisons. Ce qui m'a surpris, c'est que la jarre est directement scellée dans le sol. Un système ingénieux, simple et efficace. Franchement, je trouve ça trop lourd d'avoir un petit bout d'histoire toujours visible dans certaines maisons. Ce quartier-là, c'était le quartier commercial et spirituel de la ville. On va retrouver pas très loin d'ici l'une des plus vieilles mosquées de la ville. Celle du Zawiyani du Cheikh El Marbouf, un grand érudit du soufisme. C'est un endroit où encore aujourd'hui des disciples viennent réciter le Coran, méditer ou simplement entretenir la mémoire de ses anciens maîtres soufisme. Et juste à côté, il y a un petit cimetière, avec les tombes de figures importantes et de savants. C'est discret, presque secret. Mais pour ceux qui s'y intéressent, c'est un lieu chargé de foi, d'histoire et de sagesse. Et regardez là, juste là, en se perdant un peu, on va retrouver justement ici, pas très loin, la grande mosquée du Vendredi. Alors là, en m'éloignant un peu, vous allez pouvoir apercevoir le minaret qui a été construit un peu après la construction de la mosquée. Le minaret qu'on peut voir, je sais pas si vous pouvez le voir, je sais pas, moi j'arrive pas à le voir ici. Bah je crois que c'est là, voilà le minaret. Je vais essayer de filmer la mosquée de l'extérieur. Alors là je me trouve au pied de la grande mosquée du Vendredi, plus précisément l'ancienne grande mosquée du Vendredi. Elle a été créée en 1427 il me semble, faisant d'elle l'une des plus vieilles mosquées de la ville. Par contre tu vois ce minaret là, il a été créé beaucoup plus tard dans les années 1922, 27 il me semble, je sais plus trop. Mais en tout cas il a été créé beaucoup plus tard. Et tu vois que cette mosquée là franchement elle a gardé tout son charme. Elle est magnifique, elle est située en plein cœur de la ville. Il faut savoir que ce quartier-là, c'est le quartier de tous les rendez-vous. Juste là, on va retrouver la place Badjanani et ça, c'est la place des anciens. Là, je suis au niveau de la grande mosquée, l'ancienne grande mosquée, pardon. Et en faisant juste quelques pas, je me retrouve directement place Badjanani, le cœur battant de la ville, le lieu de tous les rendez-vous. C'est ici que tout le monde se retrouve. D'ailleurs, généralement, c'est ici qu'on retrouve les plus grandes cérémonies de la ville. Et là, c'est la place des Mzé, la place des anciens. Vous voyez là les petites décorations au-dessus, c'est normal, c'est parce qu'en fait ici c'est la place de toutes les cérémonies. Que ce soit des cérémonies religieuses, avec pas mal de conférences qui sont ici, des cérémonies culturelles. Et cette place-là justement est aussi utilisée pour l'une des cérémonies du mariage. Mais pour traiter le sujet du mariage comorien, là il faut une vidéo complète pour ça. Bon, là il est temps de rentrer. Enfin, si on y arrive. Les aléas des Comores, là on vient de prendre un taxi, on est bloqué en plein milieu de la route. La voiture ne veut plus démarrer. Je crois qu'on va juste descendre, c'est en train de la pousser derrière là. La voiture est tombée en panne, du coup, obligé de mettre la main à la pâte. Est-ce que je fais le comédien ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, je suis en train de pousser. Ça, c'est une dinguerie ça. Welcome to Comoros. Oui, vous connaissez ça dit, hein? Ah? Après l'effort, le réconfort. On change de taxi. Yallah. Salam alaikum. On profite de la vue. On fait semblant de saluer des gens pour la vidéo. Et on s'arrête dans un supermarché. Derrière là je viens de rentrer dans un supermarché. Et ça là, ça c'est la vraie des vraies boissons. Spaletta, c'est crème soda. Il y a celle-ci, mais celle-ci pour moi c'est plus du Miranda. Mais celle-ci là, un goût inimitable. J'avais testé une autre version sur Dubaï qui venait du Pakistan. Et ça là mon gars là, c'est la boisson des Comores. C'est produit normalement en Afrique du Sud. Mais celle-là là, c'est la vraie boisson. La journée d'hier était remplie d'histoires. Voyons voir ce que nous avons de prévu pour la troisième journée. Et ça va être technique. Je dois partir à la recherche d'artisans qui préparent le kofia dans les rues de Moroni. Comme vous pouvez le voir, la météo est un peu coussi-coussa. S'il commence à pleuvoir, c'est sûr que je vais trouver personne dehors. Aux Comores, il y a un détail qui saute
aux yeux lors des grandes cérémonies, c'est ce petit chapeau rond que tout le monde porte fièrement, le kofia. On en retrouve sur toute la côte Swahili, du Kenya à Zanzibar. Mais ici, il y a quelque chose d'unique. Sa couleur dorée. Là où ailleurs on le porte souvent blanc, crème ou avec des brodures sobres ou colorées, le kofia comorien se distingue par ses motifs finement brodés en fil doré. Ce doré, ce n'est pas juste décoratif, il symbolise l'élégance, le prestige et la réussite. Aux Comores, le kofia doré est un incontournable dans les mariages, les fêtes religieuses et surtout lors du grand mariage, le handa. C'est un signe de respect, mais surtout de fierté culturelle. Son origine remonte des échanges maritimes avec l'Arabie, plus précisément le sultanat d'Oman et l'Afrique de l'Est. Mais les Comoriens l'ont réinventé pour en faire leur signature. Ici, le kofia n'est pas juste un couvre-chef, c'est un symbole. Et croyez-moi, dans la lumière des fêtes comoriennes, ce doré brille plus que n'importe quel bijou. Alors là, on se retrouve dans la voiture. L'idée est de tourner en plein Moroni jusqu'à trouver des personnes qui fabriquent les kofias, les chapeaux traditionnels comoriens. Généralement, tu les retrouves en bas de leur maison, posés, en train de pratiquer la couture. Ça devrait pas être compliqué à trouver parce qu'il y a pas mal de femmes qui en fabriquent et j'aimerais bien en trouver une et qui accepte que je la filme afin de vous partager l'expérience et un petit bout de nos coutumes. Ah, c'est bon, j'ai enfin trouvé. Je viens de trouver sur quelqu'un en pleine rue là qui prépare un petit kofia. Alors là, je vais essayer de vous montrer le processus de fabrication du kofia, le chapeau traditionnel comorien. Salam alaikum. Où ça va? Regardez, là je vous montre le processus de fabrication. Première étape, on commence par mesurer le tour de tête. Donc on fait le pourtour selon où tu veux. Généralement ça se met en dessous de là, justement ça c'est le mieux placé. Ouais. Donc quand je fais le pourtour, nous on est à 57. 57. Donc 57, quand on divise par 2, ça veut dire en kofia fini, il faut que tu mettes 28,50, donc 28,29. Ensuite, en fonction des motifs qu'on veut, on choisit la base du kofia. Le mchazari. Ça s'appelle comment? Mchazari. Voilà. Ça c'est fait à la machine ça. C'est fait à la machine. Ça c'est les motifs. Manuellement. Ah, manuellement. Ah oui. Hein. Puis vient le choix de la couleur. On a plusieurs couleurs. Chacun choisit. Donc j'ai un modèle, j'ai un catalogue que je partage. Je peux te partager le catalogue de tout. Ah, il y a aussi des blancs? Ah oui, il y a des blancs, mais c'est des trucs que je sais pas. C'est nouveau ça ou? Traditionnellement, on est sur différentes nuances de doré. On a du satin qui joue le rôle de l'as. L'as, c'était la couleur initiale de base. Et ça là, quand tu mets le kofia, au final, il brille pas sur la Raoult? Non, il brille pas. C'est juste, ouais, c'est d'accord. Elles extraient chaque fil de ces tissus pour confectionner les kofias. D'ailleurs, je me demandais si les motifs avaient une signification précise. Du coup, j'ai posé la question aux personnes qui les confectionnent. Et voilà, il n'y a plus qu'à ralasser entre 200 et 300 € et attendre 2 à 3 mois. Mais en réalité, pourquoi attendre aussi longtemps? Ici, le temps moyen pour réaliser un kofia se situe entre 2 mois et 3 mois maximum. Ouais, c'est énorme. Parce que justement, ils traînent. Attends, en fait, ils font plus ça comme un loisir qu'un travail. Que de rien faire. Donc, à 11 h, tout le monde a fini au marché. Il vient, il se pose, il prend le kofia, il traîne là jusqu'à ce que le mari arrive à 16 h, 17 h, 18 h, parfois 19 h, avec des courses pour faire à manger. Et ils se refont ça le lendemain. Donc c'est ce qu'ils font. Vous savez, lorsque j'ai rencontré la première dame sur la route qui fabriquait les kofia, elle m'a expliqué qu'elle travaillait grâce à une jeune femme qui a lancé un superbe projet. Et vraiment, un grand merci à elle, car sans son aide, je n'aurais jamais pu vous montrer ce contenu sur les kofia. J'ai trouvé son processus hyper bien pensé. Au lieu que les artisanes fabriquent des kofia de temps en temps et galèrent ensuite à trouver des acheteurs, elle centralise toutes les commandes et confie la confection des kofia à chacune de ses artisanes. Résultat, ces femmes ont un salaire fixe et régulier. Et surtout, elles ne sont plus obligées de courir après des clients potentiels. Dernier jour, dernier défi, voyons voir ce que nous avons de prévu pour la journée. Ya salam! Ah, c'était sûr, je m'y attendais, je dois visiter le sud de l'île et voir s'il est possible de pêcher dans le village de Chindini. Direction Chindini, un village de pêcheurs situé tout au sud de l'île. Là, on est sur le chemin là, de Chindini. On a un paysage de fou malade. Rien que le chemin là, les gars, c'est un pur plaisir. Regarde-moi ça là. Entre ça, la mer ici et les collines de l'autre côté, c'est un paysage que tu as nulle part ailleurs. C'est abusé. Un vrai kiff. Franchement, rien que la route, c'est un vrai kiff, les gars. Et sur la route, plein de sites historiques à découvrir. Là, on est sur le chemin de Chindini et on vient de s'arrêter dans un village. Il s'appelle comment ce village? Tsunzu. Itunzu. Et apparemment, c'est le premier village comorien. Petit point avant de continuer, ce que je vais partager dans les séquences cursives, ce sont des récits transmis par les anciens des villages. De mon côté, je n'ai pas fait de recherche pour vérifier ou confirmer leur dire. Je vous raconte simplement ce qui se dit de génération en génération. On vient d'arrêter Hamzé là, il va nous expliquer un peu l'histoire qui se cache derrière ce village. Salam alaikum. Alaikum salam. Mania ça va? Inch'Allah. Alhamdulillah.
para mbian chaye tsunzo yunu ka ukazwa ifungwa chano para mbian kaundo mji ndino handani watare. Selon la tradition orale, c'est ici que les tout premiers habitants se sont installés en arrivant par la mer. Bien avant les grandes cités comme Itsandramjini ou Ikoni, Itsunzu a été le premier foyer humain de Ngazija. Mais bon, avec le temps, le village a perdu son rôle politique, mais il reste un symbole, celui des origines de la Grande Comore. Toujours sur le chemin, mais regardez ce qu'on voit là. Le village bleu. Attends, d'ici, je sais pas si on peut bien voir, mais on va se rapprocher un peu. Il est juste magnifique. Regardez, là, on peut le voir, là, d'ici, là, on peut commencer à voir les vestiges. Et là, le village là, ça a été financé par les Qataris, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est beau. En fait, le projet, ils ont équipé Taïf de fontaines, ils ont équipé de panneaux solaires. Seule contrainte, ils ont demandé aux habitants de peindre leur maison en bleu et blanc. Ils ont recruté des jeunes du village pour qu'ils travaillent, tu vois. Ah, même j'ai vu la fresque ici, là, tu vois, elle est pas mal. Hein. Là, là c'est eux, ils ont tout fait. Là, c'est la mairie. Là, c'est un futur labo. Là, c'est un parc qu'ils ont fait avec du... Ouais, de recyclage. Voilà, il n'y a rien de nouveau, tu vois. Me voilà presque à Shindini, mais avant ça, un petit détour. Alors là, je viens de me stopper à Uruveni et la particularité de cette plage, regardez, c'est que le sable, il est marron. D'où le nom du village. Apparemment, Uruvi, c'est le nom du sable. Et de ce que j'ai compris, ce sable-là, il a une vertu thérapeutique. Il l'utilise pour faire du kiné et autres, si j'ai bien compris. Après, je sais pas ce qu'il en est dans la réalité, mais c'est vraiment intéressant et c'est vraiment fou le sable. Après ce petit détour express, nous voilà arrivés au port de Shindini. En direct du port de Shindini, regardez comment c'est magnifique avec les collines de ce côté et la mer de l'autre. Bon, un tout petit peu dégoûté parce que de base, on est venu ici pour pouvoir aller en mer et pêcher du poisson. Mais malheureusement, ça va pas pouvoir se faire. La météo est pas bonne du tout. Regardez comment il y a pas mal de vent et comment ça bouge en mer. Bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant mon départ. Du coup, ce que je vous propose, c'est une petite visite de ce village rempli d'histoire. On commence par le palais royal. On va essayer de s'approcher, voir comment c'est. Mais en tout cas, en passant devant, j'ai vu la devanture. J'ai reconnu les portes, peut-être sûrement de Zanzibar, je dirais. Vraiment joli. Bon, la porte, elle est pas là, mais au moins, il y a les cadres autour qui nous font penser directement à ce qu'on a pu voir à Zanzibar, à Mombasa ou même le Bajanani, avec les mêmes codes ici. Là, je suis à l'intérieur du palais royal. Regardez les murs, comment ils sont. Et c'est stylé parce que ça a gardé tout son charme. Regardez ici avec la toiture qui est restée quasi intacte. Regardez de ce côté, au niveau de la toiture. Oh là, je suis en train de tomber. Avec toujours pareil, les morceaux de bois et la roche volcanique qui fait office de toit. Et ici, là, de ce côté, par contre, ça me fait penser à ce que j'ai vu au Maroc. Les portes, comment elles sont basses, je sais pas si c'est la même histoire ou pas. Enfin bref. Regardez ici, là, de ce côté, ils avaient une vue sur les côtes. Pourquoi? C'est pour surveiller l'ennemi. C'était purement stratégique. Au moins ici, ils avaient une vue totale sur ce qui se passait en mer et ils pouvaient se préparer à tout. Franchement, c'est magnifique. Regardez, par contre, là, il faut bien se baisser, pas se cogner. Au Maroc, ils avaient le même type d'architecture. Ils avaient l'habitude de faire les portes basses pour que les hommes, lorsqu'ils rentrent, ils soient focus que ce qui est au sol et préserver les femmes autour. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose ici ou pas, mais ça ne m'étonnerait pas hein, parce que c'est la culture arabe derrière qui est exactement la même. Là, je me perds actuellement dans le plein cœur de Shindini. Regardez derrière moi. Là, nous avons la place d'Emzé, la place des notables. C'est ici que tout se décide. Juste derrière, nous avons une mosquée qui a fait beaucoup parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette mosquée-là, elle a été construite en une seule nuit. Et les gens se demandaient comment ça se fait. Et ils pensaient qu'elle a été créée comme ça du jour au lendemain. Ça a fait beaucoup parler. Il y a toute une histoire qui se cache derrière cette mosquée. D'après tonton, il m'explique que à la construction, en fait, et à l'époque, vous avez des pouvoirs de marabout, tu sais, les marabouts. Ah oui. Donc il y en a un, il a interdit la marée de monter. L'autre, il a fait en sorte à ce que le soleil ne se couche pas pour qu'il puisse construire. Ouais. Et en fait, la mosquée a été construite en une journée. Et à la fin de la construction, à la fin de la journée, tous ceux qui ont fait de la mosquée, en fait, ont été tués par le roi de l'époque. Après ça, nous avons ici l'une des premières mosquées. Je vais essayer de vous montrer à l'intérieur comment c'est. Là, on est à Shindini, en séjour exceptionnel avec le chef du village, avec le maire qui est là, et un tonton qui est juste derrière. Et là, on est venu pour raconter l'histoire de cette mosquée, qui est la première mosquée de vendredi de Shindini. Bon, là, la toiture, elle a été refaite, mais là, comme tu peux voir, il y a les anciens poutres qui sont là. Là, de l'autre côté, tu as les poutres vraiment qui sont construites avec la mosquée. Là aussi, il y avait des poutres, mais qu'on a enlevées pour laisser place à la modernité.
Tu vois, regarde la toiture. Ah oui, là ils ont gardé avec les... C'est ça, là ils ont tout gardé. Avec les roches. Ministère adjoint à Sud. Les premières mosquées, Inch'Allah. À Sud. Oh non, Yachindine. Quelle année? 150 ans. 150 ans, mais justement, ici, j'ai l'impression qu'ici, en tout cas quand tu te promènes comme ça, là, qu'il y a plus d'histoire que la Hula Badjanani. Quand tu te promènes, quand tu te promènes à l'intérieur. En me baladant dans les ruelles, je suis tombé sur un conseil de village. Alors là, je suis en train d'assister à un conseil du village. Voilà comment ça se passe ici. Mais attention, pas n'importe qui a le droit de parler. Ici, seuls les anciens ont le droit à la parole. Et encore, si t'as pas fait le grand mariage, tu te tais et tu écoutes. Le coucher de soleil arrive, mais... Je pouvais pas quitter Chindini sans faire un tour sur cette magnifique plage. Mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Je m'en lasse pas, que je vous ai dit, avec la plage de ce côté, les collines de ce côté, c'est un paysage de zinzin. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce que je vous propose. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager un maximum, à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour le développement de ma chaîne. Et un grand merci à Aquadventure. Franchement, c'est grâce à lui que j'ai pu vous proposer ce contenu dans le sud. En plus de ça, il a des superbes spots à vous proposer ici, avec des tables, des parasols, tout ce qu'il faut pour venir kiffer en famille ici. Franchement, je vous recommande à 100% et c'est pas du tout sponsorisé. Franchement, je vous le partage de bon cœur parce que j'ai kiffé le moment qui m'a fait partager ici. Que ça soit les rencontres brutes avec les anciens du village, c'était une vraie dinguerie. Malheureusement, j'ai pas pu tout vous montrer, mais franchement, n'hésitez surtout pas à le contacter parce que c'est un gars en or. Encore merci à Aquaventure. Merci d'avoir regardé la vidéo. Malheureusement, je n'ai pas pu vous montrer la partie où je cuisine le madaba et plein d'autres plats comoriens. Je voulais éviter que cette vidéo soit trop longue. Mais pour les intéressés, ne vous inquiétez pas, je prépare une vidéo entièrement dédiée à la cuisine comorienne et plein d'autres plats. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Aya, tutaonana.